Bonjour à tous, sujet attendu, aujourd'hui nous allons parler de l'Afghanistan. Afghanistan qui est un des pivots du monde pour contrôler l'Eurasie. Hier au 19e siècle dans le cadre du grand jeu entre les empires britanniques et russes, ensuite dans la logique d'hyperpuissance américaine avec le contrôle du Heartland, et aujourd'hui c'est une zone en bordure des nouvelles routes de la soie. Vous suivez l'actualité, vous savez que les troupes de la coalition menée par les États-Unis, qui étaient sur place depuis 2001, ont quitté le territoire début juillet. Un retrait rapide qui symbolise un échec en demi-teinte, surtout avec le gouvernement afghan laissé à son propre compte face aux talibans. C'était donc inévitable, les talibans ont lancé une campagne offensive pour capturer et contrôler des territoires, presque dès le 1er mai, lorsque le retrait des troupes étrangères avait commencé. À l'heure où j'écris ces lignes, les talibans contrôleraient un tiers des 421 districts afghans en seulement 2 mois, voire plus actuellement. Ils ont eux-mêmes déclaré contrôler 80% du territoire lors de leur visite à Moscou. Dans leur offensive, tout en se dirigeant du nord vers le sud du pays, ils cherchent à contrôler les points stratégiques, les postes frontières, mais aussi les axes routiers. Les villes du gouvernement sont peu à peu isolées, sous blocus, et si rien ne change, ce n'est qu'une question de temps avant que l'Afghanistan retourne entièrement sous domination talibane. Kaboul, ville symbolique du pouvoir, voit ses communications réduites, ses avant-postes en périphérie sont attaqués. Le 29 juin, des combattants talibans ont lancé une attaque contre Ghazni, attaque qui serait toujours en cours à l'heure où j'écris ces lignes, une ville stratégique le long de l'autoroute reliant Kaboul à la province méridionale de Kandahar, donc un point de communication important vers le sud. Le nord, lui, est déjà coupé depuis la prise de Doshi fin juin, au même moment que l'offensive sur Ghazni, mais cette fois Doshi est tombé et relie le nord du pays à Kaboul. Les talibans ont surpris le gouvernement afghan et les soutiens occidentaux puisqu'ils prévoyaient une offensive du sud vers le nord, comme dans les années 90 en fait, et c'est tout l'inverse qui s'est produit. Le nord qui était historiquement contrôlé par l'Alliance du Nord du commandant Massoud qui à l'époque s'opposait aux talibans est définitivement rentré dans l'histoire et n'existe plus. Et c'est vrai qu'on peut y voir une certaine logique en fait dans l'offensive actuelle, c'est une simple prise en étau, l'enclume c'est le sud, historiquement taliban et proche du soutien pakistanais, le nord c'est le marteau, et au milieu vous avez Kaboul. Le but de cette offensive, c'est d'étendre son influence sur le terrain pour leur propre bien. Par exemple, il y a des axes économiques importants vers l'Asie centrale, reliés aux nouvelles routes de la soie, et surtout des gains territoriaux qui donnent aux talibans une monnaie d'échange pour avoir plus de poids dans les futures négociations avec le gouvernement afghan s'il parvient à résister. Faisons rapidement un retour en arrière avec le processus de paix afghan qui a été bloqué. Pour replacer dans le contexte, les États-Unis avaient conclu avec les talibans de renvoyer les troupes américaines, et donc de la coalition. En échange de cela, les talibans devaient accepter un cessez-le-feu, mais aussi de participer à des pourparlers avec le gouvernement afghan à Kaboul, ceci afin d'atteindre une solution dirigée et détenue par les Afghans aux problèmes politiques et de sécurité du pays. Ça, c'était ce qui devait se faire en théorie sur le papier. Dans les faits, les négociations ont été bloquées tout simplement par les deux parties, les talibans exigeant que Kaboul libère d'abord les prisonniers avant de procéder aux pourparlers, et le gouvernement afghan quant à lui souhaitant tout simplement un cessez-le-feu avant d'engager les pourparlers. Bref, situation classique de diplomatie dans le mur, puisque ni l'un ni l'autre ne souhaite faire le premier pas. La réponse est simple, la guerre va départager les deux camps. Un fait intéressant qu'on a vu aussi, le 15 juillet, les talibans ont réitéré une proposition de cessez-le-feu contre l'échange de 7000 prisonniers talibans. Fort de leur récente conquête, ils n'ont pas négocié cette fois avec le pouvoir central à Kaboul, mais directement avec les dirigeants en province à l'ouest du pays qui auraient accepté les conditions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les cessez-le-feu sont importants pour les talibans puisqu'ils leur permettent toujours de gagner du temps et de consolider leur emprise territoriale. L'Afghanistan n'est pas un territoire uni, vous avez des intérêts différents par ville, par village, par généraux ou colonels, par miliciens. Les talibans eux-mêmes ne sont pas tous les mêmes, ils sont unis autour d'une même cause, mais dès que leurs objectifs est de plus en plus proche, le risque de voir éclater un conflit interne entre seigneurs de guerre est aussi de plus en plus grand. C'est pour ça, paradoxalement, plus les talibans se rapprochent du pouvoir, plus ils sont exposés, et plus ils seront faibles. C'est le paradoxe de l'accession au pouvoir. Quand vous êtes le seul détenteur du pouvoir dans un pays, c'est vous qui prenez les coups. Il ne faut pas oublier que la dernière fois que les talibans avaient pris Kaboul, c'était en 1996, avec l'aval des États-Unis d'ailleurs, dont la secrétaire d'État à l'époque disait que c'était un pas positif. Et bien après cette prise du pouvoir, ils se sont enlisés dans une guerre civile de 5 ans, notamment face à l'Alliance du Nord, qui était dirigée par le commandant Massoud,
Mais en 2001, ça a été le tournant. Massoud a été assassiné apparemment par Al-Qaïda, il y a eu les attentats du 11 septembre, et en l'espace de seulement 2 mois d'intervention américaine, les talibans ont tout perdu et sont allés se réfugier dans les montagnes. Donc il y a des chances pour que la guerre se dilue dans le temps, puisque les talibans ne veulent pas refaire les mêmes erreurs. Les talibans vont se consolider, se répartir leurs conquêtes, s'organiser, voir les réactions à l'international. Ils sont d'ailleurs allés rassurer les pays alentours. Ils ont envoyé une délégation en Russie, une en Chine, ils ont rassuré sur leurs intentions, par exemple de mettre fin au trafic de drogue dans la région, de ne pas devenir un futur foyer de l'islamisme qui pourrait se répandre dans la région. Le sud de la Russie est d'ailleurs très vulnérable à ce genre de discours, l'Asie centrale également, et la Chine bien sûr, avec ses projets de route de la soie, mais aussi ses différents séparatismes en interne. Les pays voisins craignent une déstabilisation plus profonde de l'Afghanistan qui pourrait se répandre dans la région. Donc les talibans s'assurent une forme de statu quo avec les pays alentours. Ils ne sont pas pressés de prendre le pouvoir, ils attendent, puis quant à leurs intentions réelles, le trafic de drogue, l'islamisme, seul l'avenir nous le dira, on ne peut pas faire de pari là-dessus. À mon avis, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas un État où ils sont tout seuls pour prendre les coups, ce serait plutôt un État parlementaire, décentralisé, où les talibans parviendraient à dominer l'espace politique dans les faits, mais placeraient par exemple des modérés à certains postes. Mais pour le moment, la guerre continue. Les forces de sécurité afghanes perdent des territoires en raison d'échecs, notamment en logistique, mais aussi d'échecs politiques. Les forces de sécurité afghanes comptent sur des sociétés privées, financées notamment par les États-Unis, pour réparer et entretenir leur flotte d'avions, de véhicules blindés et d'autres équipements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces sous-traitants privés doivent partir également dans le cadre du retrait américain. Les avions de combat, les avions cargo, les hélicoptères vont donc être cloués au sol si rien n'est fait. En fait, cela immobilise totalement l'armée de l'air afghane, c'est-à-dire le principal avantage de l'armée contre les talibans. Après, ce qui manque à l'Afghanistan, c'est bien sûr une politique efficace dans laquelle suffisamment d'Afghans pourraient croire pour fédérer et motiver le pays et son armée. L'armée est démoralisée, elle a des ressources limitées, les troupes américaines sont rentrées, les salaires sont extrêmement bas pour un risque très élevé, il y a aussi la corruption généralisée dans tout le gouvernement, à tous les échelons. C'est pourquoi de nombreux soldats ne voient pas l'intérêt de se battre et abandonnent tout simplement des bases ou installations, voire se rendent aux talibans qui eux sont plus motivés. L'offensive des talibans généralisée dans tout le pays a également étendu les forces afghanes sur de vastes zones, ce qui les a encore plus affaiblis. Le risque pour le pays, c'est l'enlisement de cette nouvelle guerre civile sans le soutien américain. Le gouvernement afghan a récemment lancé une campagne de mobilisation nationale. Cette mobilisation arme les civils en milices locales pour contrer les avancées des talibans, souvent en se basant sur la protection de minorités ethniques. Alors cette initiative fait du sens puisque l'Afghanistan n'a quasiment plus d'armée, pour autant ça peut aussi être un bon mélange de pourri en plus dans la salade afghane. Rien ne garantit que les milices vont rester du côté du gouvernement sur le long terme, et dans ce cas-là, certains pourront par exemple s'allier aux talibans pour préserver des intérêts, ça peut être le contrôle d'un village, le contrôle d'une route, de champs de pavots, etc., etc. Cela peut aussi encourager la formation de nouveaux seigneurs de guerre, peut-être un futur commandant Massoud parmi eux, on ne sait pas, mais ça reste très risqué. Ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que le pouvoir central en fait donne un peu plus d'autonomie pour se libérer et se focaliser sur ces dernières zones clés qu'il contrôle encore. On a là peut-être les germes d'une guerre multifront et multipartite entre les talibans, le gouvernement afghan et les milices locales. Aussi, un autre aspect, c'est que les talibans pourraient facilement vaincre les milices locales en raison de leur manque relatif d'entraînement et d'équipement militaire, mais ça reste un élément assez intéressant pour être souligné. Dans une certaine mesure, le nord de l'Afghanistan pourrait devenir un terrain de combat pour les groupes talibans et non pashtuns composés de minorités ethniques comme les Tadjiks ou encore les Ouzbeks, peut-être quelques vagues migratoires également, à voir comment les pays d'Asie centrale qui ont plus de muscles qu'il y a 20 ans réagiront. De l'autre côté, le sud de l'Afghanistan, à majorité pashtoun avec une forte emprise talibane, a lui plus de chances de devenir une base pour les militants par exemple d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, qui sont en concurrence avec les talibans. Mais si les talibans s'enlisent dans les combats entre les milices, les autres groupes islamistes auront plus de liberté opérationnelle pour mener une multitude d'activités, notamment le recrutement, l'entraînement ou encore la préparation d'attaques. Et c'est là que les talibans ont aussi un intérêt au cessez-le-feu, parce qu'il faut aussi qu'ils fassent le ménage en interne dans leur rang pour éviter leur propre séparatisme. Un chef de guerre jaloux, resté dans le sud pendant que les autres font des conquêtes au nord, un chef qui prête allégeance à Al-Qaïda pour contrôler une vallée, ce sont des choses qui peuvent arriver. Après, on va prendre un petit peu de recul.
Un Afghanistan de plus en plus instable mettrait également en danger la sécurité des pays voisins, en fournissant un terrain d'entraînement fertile pour les groupes militants régionaux, notamment islamistes. Alors pour nous, en ce qui nous concerne, occidentaux, le plus grand danger, c'est que le pays devienne une arrière-base pour les organisations terroristes à l'international. Du côté régional, par contre, c'est encore plus risqué, c'est pour ça que tout le monde regarde cela avec attention. On a parlé brièvement des frontières nord avec le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, des pays qui ont fait notamment dernièrement des entraînements militaires. Il ne faut pas oublier aussi que c'est encore une zone sous influence russe avec des exercices militaires russes qui vont d'ailleurs se dérouler en août à Armaïdan. On a aussi bien sûr le cas de la Chine qui est très influent dans la région, et au sud c'est le Pakistan qui semble plus subir les conséquences du changement. Par exemple, nous avons le groupe TTP qui n'est pas comme les talibans afghans, attention, c'est une autre entité d'environ 5000 combattants basée dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et les attaques au Pakistan semblent se généraliser et se multiplier, ce qui pourrait, à son tour, inciter le Pakistan à accroître son ingérence en Afghanistan, et il me semble qu'il y a eu quelques articles récemment sur différentes tensions frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan, justement. Les deux pays ont des liens historiques très proches. Le Pakistan a été une base arrière des talibans pendant les guerres et a aussi été décrié pour soutenir différents mouvements terroristes. Mais en ciblant les autorités pakistanaises aujourd'hui, certains terroristes ciblent aussi les intérêts chinois. Et oui, n'oubliez pas, on en a déjà parlé, la Chine investit énormément au Pakistan pour contourner l'Inde, et ces investissements sont mis en danger à mesure qu'un changement de pouvoir se met en place en Afghanistan. Alors petite parenthèse, ça va être intéressant de voir la réaction chinoise. Est-ce qu'elle va commencer à se comporter avec des schémas habituels d'une puissance majeure, c'est-à-dire en allant projeter ses forces, défendre ses intérêts, ou va-t-elle rester passive sur la question? On verra ça pour la suite. On a aussi des groupes terroristes qui opèrent contre l'Inde, comme par exemple le JEM et le LET, qui auraient plus de profondeur stratégique grâce à l'Afghanistan pour mener leurs offensives dans la région en raison de leur lien avec les talibans. Des attaques contre l'Inde pourraient conduire l'Inde à intervenir contre ces groupes au Pakistan et en Afghanistan, ce qui entraînerait également de nouvelles tensions, vous commencez à comprendre tout ça. Al-Qaïda pourrait aussi revenir sur le devant de la scène en Afghanistan une fois que les talibans auront submergé les forces de sécurité afghanes. Une résurgence de l'État islamique en Afghanistan ne peut pas non plus être exclue. Le groupe a fait preuve de résilience et a affirmé un certain niveau de présence et de contrôle dans le sud du pays. Al-Qaïda et l'État islamique ont aussi des intérêts stratégiques d'utiliser l'Afghanistan comme refuge pour frapper des cibles à l'étranger. En bref, tout ça est à voir cependant, car comme je vous l'ai dit, les islamistes ne sont pas non plus tous unis entre eux. Les talibans protègent aussi leurs intérêts. Et avant de se quitter, je vous invite à voir la chaîne VOD qu'a lancée AT, qui s'appelle Mac 1 TV. Le principe est simple, si vous êtes un amoureux de l'aviation, que vous ne voulez pas vous perdre dans tout le contenu disponible sur le web, AT et toute son équipe s'occupent de garnir cette chaîne professionnelle VOD continuellement spécialisée autour de l'aviation. Vous y trouverez des documentaires, des reportages, des analyses en tout genre, des documentaires faits par AT lui-même et son équipe, mais aussi par exemple des documentaires TV ou encore des films pour créer en fait un écosystème numérique 100% axé autour de l'aviation. Il suffit de prendre un abonnement pour accéder à cette chaîne. On vous propose une formule simple avec le code TerraBellum. Vous pouvez payer un abonnement d'1 an pour 30 € au lieu de payer 6 € par mois. Le lien est en description et en top commentaire. Merci à tous.